va commencer. Alors, j'aime bien expliquer les choses d'abord avant de donner des conseils, savoir d'où ça vient, comment ça se passe, quelle est l'origine. Donc, je commence toujours par expliquer un petit peu. Hein, j'essaye de ne pas trop rentrer dans les détails pour que ça ne devienne pas barbant, hein, comme on dit. Mais effectivement, je commence d'abord par vous expliquer un petit peu les choses, puis on verra le soutien en naturopathie parce que c'est une vision globale qu'il faut avoir dans ce cas-là. Et on terminera bien sûr par un peu plus de précision au niveau de la phyto, voir ce qu'on peut faire avec l'aide de nos chères plantes. Voilà. Alors, je vais peut-être juste, je ne sais pas si le son est bon là, Françoise, dis-moi Alors, juste. pour l'instant, il est bon, mais à un moment donné, ça a un peu faibli. C'est vrai que ta Alors, suggestion d'enlever l'écran, c'est peut-être voilà. pas mal. Alors, je suis désolée, hein, certains d'entre vous le savent peut-être, d'autres peut-être pas. Donc, je suis quand même à 18 000 kilomètres de l'Alsace. Donc, non, je ne suis pas sur la plage pour de vrai. Hein. C'est le fond d'écran Zoom proposé par Zoom. Hein, je vous taquine. Mais bon, la plage n'est pas loin quand même. Mais ceci dit, c'est vrai que du coup, au niveau son, c'est pas toujours top top. Donc, je préfère couper l'image. Ça permet de concentrer sur le son. Je suis désolée, je vous reverrai en fin de conférence. Voilà, je vais couper ma vidéo. Ça permet un meilleur son. C'est plus agréable pour vous. Voilà. Alors, c'est vrai que euh, comme on vient de le dire, notre mode de vie a complètement changé, et notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes devenus, pour bon nombre d'entre nous, plutôt sédentaires, hein, avec des heures passées assis derrière notre écran. D'ailleurs, nous y sommes maintenant. Euh, le télétravail de cette dernière année très perturbée n'a pas arrangé les choses. Beaucoup de gens, après leur journée de travail, s'affalent sur leur canapé pour regarder la télé, ou leurs écrans variés et divers. Donc, effectivement, on est devenu très sédentaire. Et vous comprendrez après pourquoi j'insiste sur ce côté sédentaire. Mais notre alimentation aussi y est pour quelque chose, puisqu'elle est devenue ultra transformée. Je ne sais pas si aujourd'hui, nos grands-parents, hein, alors je parle des miens, hein, nos grands-parents reconnaîtraient les aliments dans les rayons des supermarchés. C'est pas évident, ils s'y perdraient peut-être. Hein. Donc, c'est vrai que toutes ces conditions sont réunies, et j'en oublie encore une dont on parlera aussi après dans la gestion, c'est le stress. Hein. Alors, ils n'avaient pas forcément une vie plus facile que nous sur le plan matériel, parce qu'on est assisté de tous les côtés aujourd'hui, mais on a un stress insidieux, et puis je ne vous raconte pas depuis cette crise, cette soi-disant crise sanitaire, le stress permanent qui est distillé par les médias. Hein, et on a beau se tenir un peu dans sa bulle, on est quand même plus ou moins atteint. Donc, on va voir la définition du diabète. Il existe, vous le savez, deux types de diabète. Vous avez ce qu'on appelle le diabète de type 1, qui est un diabète dit insulinodépendant, qui est lié à l'arrêt de sécrétion d'insuline par le pancréas, et qui est dit aussi diabète jeune parce qu'il peut toucher déjà des enfants, il peut toucher des personnes jeunes. Il représente 10% des cas de diabète. Ce n'est pas ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est quelque chose de différent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement au diabète de type 2, qui regroupe 90% des diabétiques, qui se développe en général sur de nombreuses années, qui peut d'ailleurs passer inaperçu pendant de nombreuses années, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom de tueur silencieux. Les symptômes sont insidieux, évoluent. On ne pense pas forcément toujours au diabète. Et il est également appelé diabète gras ou diabète lié à l'âge. L'origine, quelles sont les origines, quelles sont les origines plutôt, plus exactement,
de ces diabètes, de ce diabète de type 2. Alors, comme je vous le disais, je vous parlais de ma grand-mère, de ma mère, il y a une origine génétique. Quand on a un parent du premier degré qui est atteint d'un diabète de type 2, effectivement, il y a plus de risques d'être touché. Mais la génétique compte pour très peu finalement. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est tout simplement votre mode de vie. Et là, on sait aussi que pourquoi il y a des familles de diabétiques, parce qu'il y a des façons de vivre, des façons de s'alimenter qui se retransmettent. Je n'ai pas honte de dire que quand j'étais jeune, j'ai vécu dans le laitage et dans le sucre. Ma grand-mère, ma mère étaient des becs sucrés. Je peux vous parler de toutes les pâtisseries de Strasbourg à l'époque, je les connaissais. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, l'épigénétique est beaucoup plus importante. On a un terrain, c'est sûr, c'est comme toujours en naturopathie, il faut tenir compte du terrain. Il y a un terrain, mais ce qui va permettre de maintenir ce terrain sur une base saine, c'est l'épigénétique. Alors, évidemment, quand vous avez un parent du premier degré, les femmes qui ont eu des bébés de plus de 4 kilos ou un diabète gestationnel doivent faire attention. Elles ont peut-être plus tendance, effectivement, à développer un diabète de type 2 par la suite avec l'âge. Anne-Dominique, je m'excuse de te couper. On est toujours sur ta page d'écran d'accueil. Est-ce que c'est le normal ou il y a un problème pour défiler les diapos? Alors, il y a un petit souci pour défiler. Hop, non, voilà, elle était là. Alors, attends. Oui, tu as raison, il y a un petit souci pour défiler la diapo. Voilà, pardon. Voilà. Merci Françoise, merci. C'est Hélène qui nous le signale et je la remercie. Merci Hélène. Donc oui, effectivement, donc le diabète de type 2, tueur silencieux, effectivement, et où le terrain va jouer et où justement cette fameuse épigénétique va pouvoir jouer. Alors, quels en sont les symptômes, justement? Quels sont les symptômes? Maintenant qu'on a vu les origines, quels en sont les symptômes? Eh bien, vous avez ce qu'on appelle les 3 P. On a la polyphagie, c'est-à-dire la faim augmentée. On a la polydipsie, la soif augmentée. Et pourquoi est-ce qu'on a soif? Parce qu'on verra quand on a dire qu'un diabète va s'installer, ça veut dire qu'on a une glycémie qui augmente. On verra les définitions après. Cette glycémie qui augmente, ça veut dire qu'on a beaucoup de sucre, de glucose dans le sang. Et donc forcément, que fait le corps? Le corps a toujours des tentatives de réparation, d'auto-guérison. Donc, il va essayer de diluer ce glucose. Et donc, la soif augmente. La bouche devient sèche. Pas la suite. Je m'excuse de te couper à nouveau. Il n'y a pas de suite pour le moment. On est toujours sur la 2. Okay, on en est encore on en est aux symptômes, Françoise. Autant pour moi. Désolée. Je n'ai pas des diapos toutes les 2 phrases. Hein. Je suis désolée. J'ai pas... Voilà. Il y a un diaporama, mais il n'y en a pas 60 hein, des diapos. Je te laisse continuer. On a ensuite la polyurie qui est l'augmentation des envies d'uriner. Hein. L'augmentation des envies d'uriner parce qu'on a une augmentation de cette soif qui fait beaucoup boire. Et le fait de vouloir éliminer aussi ce glucose par l'urine. On a les variations de poids. Très souvent une perte de poids, mais ça peut aussi être une prise de poids. Ça commence souvent par une perte et ça continue par une prise. Après, ça dépend des personnes. On a la fatigue excessive, surtout postprandiale, après les repas, qui peut souvent s'accompagner aussi de maux de ventre, des problèmes de vision qui s'installent. Et là, on a les complications. Voilà la 3e, Françoise. On a les complications. Alors, les complications, ce sont les infections fréquentes. Le
terrain est acide, hein, pour ceux qui connaissent l'importance de l'équilibre acido-basique, on a un terrain plutôt acide, donc effectivement avec développement des infections. On développe beaucoup plus les infections. On a une guérison très lente des plaies, on a avec perte de sensibilité qui peut entraîner effectivement des atteintes graves qui peuvent aller jusqu'à j'étais perturbée là, jusqu'à l'amputation, pardon, excusez-moi. Voilà, jusqu'à l'amputation. Et puis, vous voyez qu'à long terme, on peut avoir des atteintes, la rétinopathie diabétique qui peut entraîner la cécité, des dommages cardiaques. Hein, les personnes diabétiques ont eu un risque de maladie cardiovasculaire beaucoup plus important, que ce soit les infarctus, les AVC, etc. Les atteintes rénales avec la dialyse au bout, l'ostéoporose par déminéralisation pour compenser justement cette acidose de terrain, et puis ce que l'on appelle la stéatose hépatique, ce qu'on appelle la maladie du foie gras. Bref, beaucoup de complications qui sont graves et que l'on va pouvoir éviter avec une prise en charge. Le traitement allopathique proposé actuellement pour le diabète, c'est en général au début des médicaments hypoglycémiants. Quand cela ne suffit plus, ne font plus effet, on passe à l'injection d'insuline. Alors effectivement, il y a une association française de diabétiques hein, qui existe et qui donne des conseils. Donc, il est rentré maintenant bien dans les conseils que l'exercice physique fait partie également du traitement. Hein, tous les endocrinologues le conseillent, que l'alimentation aussi doit être revue. Par contre, on n'est pas toujours, en tant que naturopathe, forcément d'accord avec l'alimentation proposée par l'association des diabétiques, puisqu'ayant eu une maman diabétique pendant des années, j'ai pas mal vu les menus conseillés. Alors, je pense que maintenant, on commence aussi à connaître peut-être un petit peu mieux les effets de certains aliments et à relever un petit peu de tout ça, mais c'est ce que nous allons voir en naturopathie. Alors, ce diabète de type 2 est elle touche le monde entier. Alors, comme on est en France, eh bien, un Français sur 10 est touché par un diabète de type 2. Plus de 4,5 millions en 2019 de diabète déclarés, sans compter toutes les personnes diabétiques qui l'ignorent. Et c'est vrai que j'ai été surprise dans un reportage il y a quelques années, dans un reportage d'Arte, à propos du diabète, justement, de type 2, de personnes qui ignoraient, qui en arrivaient à l'amputation d'un pied, d'une jambe, et qui ignoraient qu'elles étaient diabétiques. Et ça, c'est incroyable d'en arriver jusqu'à ce stade-là et d'ignorer qu'on est diabétique. Donc, je pense qu'il y a quand même eu une grosse prévention qui s'est faite au niveau des généralistes pour dire attention, faites quand même un contrôle, etc. Et je pense que ça, c'était il y a quelques années. J'espère que les contrôles sont devenus plus fréquents pour limiter, effectivement. Donc, vous voyez que l'augmentation mondiale, donc ça, c'est en 2019, et de 51% des cas de diabète. Hein. C'est vraiment une maladie qui explose. C'est vraiment une maladie qui explose. Alors, c'est une maladie qui est reconnue en ALD, hein, en longue durée, prise en charge longue durée, une prise en charge à 100%. Toutes les 6 secondes, une personne meurt du diabète dans le monde. Toutes les 6 secondes, une personne meurt du diabète. Du diabète, des complications du diabète. Donc, voilà. C'est donc quand même quelque chose d'important et dont il faut absolument connaître les mécanismes. Alors, justement, on va voir un petit peu comment s'installe ce diabète de type 2. Puisqu'en fait, je vous le disais, c'est la résultante d'une adaptation physiologique de notre corps à une hygiène de vie défectueuse. C'est tout simplement une tentative d'auto-guérison du corps. Que se passe-t-il
quand nous absorbons des aliments. Ces aliments, nous les digérons. Et plus particulièrement les glucides, quand nous les absorbons, tous ces glucides, quels qu'ils soient, vont finir par donner les trois oses simples, les trois sucres, on dit sucre, les trois glucides simples qui existent, le glucose, le fructose, le galactose. La digestion commence dans la bouche. Alors ça, c'est valable pour tout, ce n'est pas valable que pour les glucides, c'est la base. La digestion commence dans la bouche. Donc tout ce que nous mangeons commence à être digéré dans la bouche, d'abord par une digestion physique qui va couper, déstructurer les gros morceaux pour en faire des morceaux plus petits, pour faciliter justement après la digestion chimique qui commence avec les enzymes, et notamment les amylases salivaires, qui sont donc les enzymes qui vont dégrader les glucides. Et donc, vous voyez sur ce tableau tout le cycle de dégradation de ces glucides. Tout ça va arriver au niveau de notre muqueuse intestinale et va pouvoir passer dans l'entérocyte, dans la cellule de la muqueuse intestinale, pour passer après dans la circulation sanguine et être distribué à tout l'organisme en passant par le foie, bien sûr. Donc, la digestion commence dans la cavité buccale, chimique et physique, puis ces glucides vont passer dans l'estomac, puis dans l'intestin, où ils vont passer au travers de notre muqueuse intestinale pour parvenir dans le sang et être distribués aux cellules, puisque je rappelle que le glucose est la principale source d'énergie de nos cellules. Je ne rentre pas dans le détail, il y a quelque chose qui s'appelle le cycle de Krebs qui permet de fabriquer de l'énergie, ce fameux ATP, cette énergie, par l'intermédiaire de ce cycle de Krebs et par l'intermédiaire donc de ce glucose. C'est un carburant indispensable à nos cellules, le glucose, notamment le carburant principal de nos neurones est indispensable à nos globules rouges. Ce glucose va circuler dans le sang et là, il va entraîner une augmentation de ce qu'on appelle la glycémie. La glycémie, c'est la quantité, ça correspond à l'augmentation du taux de glucose dans le sang par rapport au temps. Donc, cette glycémie va augmenter, le corps va réagir puisque le corps veut rester en homéostasie. L'homéostasie, c'est l'ensemble de tous les paramètres physico-chimico-biologiques qui doivent correspondre à certaines normes pour que notre corps fonctionne de façon optimale. Et c'est pareil, donc pour le glucose, on a une glycémie qui est définie et qui, lors d'une prise de sang à jeun, est considérée comme étant normale quand elle est comprise entre 0,7 et 1,10 g de glucose par litre de sang. Le prédiabète est défini quand on a régulièrement entre 1,10 et 1,25 et un diabète est déclaré quand on a au-dessus de 1,25 1,26 g de glucose par litre de sang. Alors, ce que je veux juste dire, ce qui est important à comprendre, c'est que cette prise de sang faite à jeun représente notre glycémie à un instant T. On l'aurait faite la veille ou on la ferait le lendemain, on n'aurait peut-être pas exactement le même résultat. Donc, ce n'est pas sur une glycémie à jeun que l'on va poser un diagnostic, qu'un médecin va poser un diagnostic. S'il y a suspicion, s'il y a risque plus élevé pour raison de terrain, etc., comme on l'a vu avant, en général, on demande plusieurs glycémies à jeun pour avoir un contrôle. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est de demander ce que l'on appelle l'hémoglobine glyquée, qui en fait représente le pourcentage d'hémoglobine qui a fixé du glucose par rapport à toute l'hémoglobine totale. Et ce pourcentage ne doit pas dépasser 5 à 6% de l'hémoglobine totale. Et ce pourcentage, cette hémoglobine glyquée,
a l'avantage de représenter la glycémie sur les 2 à 3 derniers mois. C'est une mémoire de notre glycémie. Donc, c'est beaucoup plus intéressant qu'une glycémie à jeun, parce que je me souviens toujours de maman qui, quand elle avait son contrôle, sa prise de sang à faire pour son contrôle, sa glycémie à jeun, arrêtait de manger du sucre la veille de l'examen. Mais l'hémoglobine glyquée, on ne peut pas mentir avec ça. C'est une mémoire sur 2-3 mois. Donc, on voyait très bien qu'elle avait mangé des gâteaux avant. Hein, on ne peut pas tricher avec ça. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, on disait que le corps va gérer. Donc, vous voyez sur ce schéma qui est un schéma, je dirais, c'est le schéma qu'il faut retenir. On voit très bien qu'après ingestion d'un repas, alors là, c'est ingestion d'un repas, alors ça a été fait avec des aliments séparés pour pouvoir faire donner des indices glycémiques dont on va parler tout de suite. Vous pouvez avoir une augmentation de la glycémie très importante et à ce moment-là, le corps réagit, il est en hyperglycémie, il va réagir, il va demander au pancréas et plus exactement aux cellules de bêta, de l'îlot de Langerhans, de sécréter une hormone que l'on appelle l'insuline. Et le rôle de cette hormone, c'est d'aller chercher le glucose dans le sang et de le faire rentrer dans les cellules pour que la glycémie revienne à la normale. Sauf que quand la glycémie est très élevée, le pancréas sécrète, et très souvent après, on repart en hypoglycémie, c'est-à-dire qu'il y a eu trop de sécrétion d'insuline, et là, on est en hypoglycémie. Et le problème, c'est que quand on est en hypoglycémie, qu'est-ce qu'on a? On ne se sent pas bien. Hein. On a des symptômes tels que des nausées, des vertiges, des sueurs, on ne se sent pas bien, on a des fringales. Eh bien, on se resucre parce qu'on sent que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est effectivement ce qu'il faut faire, mais très souvent, on se resucre de trop et on repart en hyperglycémie et en hypo et en hyper et en hypo. Et comme ça, on fait des yo-yo. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu de gérer sa glycémie normalement, eh bien, le corps va passer en phase de résistance à l'insuline. Donc, juste avant de passer à cette résistance à l'insuline, je rappelle, je crois que c'est sur la diapo suivante, oui, le glucose va donc être, une fois qu'il est dans le sang, va donc être distribué aux différentes cellules, notamment il va être stocké dans les muscles et dans le foie. Dans le foie, il va être stocké sous forme de glycogène. Le glycogène est une longue chaîne de glucose et donc il va être stocké. Pourquoi il est stocké dans les muscles et dans le foie? Parce que c'est là qu'il va être libéré quand on en a besoin. Et on en a besoin quand, le glucose? Quand on a un coup de stress et qu'on a besoin de fuir le lion qui est au coin de la rue. On a besoin de nos muscles pour courir très vite. Donc, on a besoin de glucose dans les muscles et on a besoin de glucose dans le foie, parce que dans le foie, ça veut dire dans la circulation sanguine très rapidement, donc au niveau de tout le corps. Mais ce glucose en trop, qu'est-ce qu'il va faire quand le foie et les muscles ne peuvent plus stocker, parce que c'est comme un placard de cuisine, il y a une limite de stockage, ça va partir dans le tissu adipeux. Et dans le tissu adipeux, ça va faciliter la formation des triglycérides. Et à ce moment-là, effectivement, il y a prise de poids. Il est stocké, l'excès est stocké dans les tissus adipeux sous forme de graisse, et donc il y a prise de poids. Donc, évolution de la glycémie, rôle de l'insuline. On passe d'abord en phase 2, en résistance à l'insuline. À trop vouloir forcer les cellules à absorber le glucose, à un moment donné, ces cellules vont dire stop, on n'en veut plus, l'excès est toxique, on refuse l'entrée de ce glucose. Eh bien, le glucose va rester dans le sang, donc le corps va continuer à sécréter de l'insuline, et l'insuline ne va plus faire rentrer le glucose dans le sang. C'est ce qu'on appelle la phase 2, la résistance à l'insuline. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on passe en phase 3, hein, donc résistance à l'insuline. Vous voyez que le récepteur se ferme, l'insuline ne peut plus, le glucose ne peut plus rentrer dans la cellule, il reste accumulé dans le sang.
Le pancréas continue à sécréter, il va finir par s'épuiser. Et on rentre en phase 3, épuisement du pancréas. Et donc, le pancréas sécrète de moins en moins d'insuline et il peut finir par ne plus en sécréter. On comprend donc l'importance de stopper le phénomène, de stopper l'évolution avant d'arriver aux phases 2 et 3. Et c'est là que la prévention a un rôle hyper important à jouer. Et je dirais même que quand on est installé en phase 2, en phase 3, que même s'il y a des traitements allopathiques, le fait de travailler sur une hygiène de vie globale va peut-être, va certainement à mon avis, permettre de diminuer peut-être la prise d'allopathie, voire de l'arrêter, pourquoi pas. Alors très souvent, les endocrinologues sont très réticents à cette vision des choses. On lit encore souvent qu'un diabète de type 2 ne se guérit pas, que c'est pour la vie, que ça ne se guérit pas. On n'est pas tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses. Il y a des témoignages, effectivement, de rémission de ce diabète de type 2, mais effectivement, cela demande une hygiène de vie suivie et réalisée. Donc, l'aide en naturopathie. Comme toujours, on va travailler sur le trépied de la naturopathie. L'alimentation, la gestion des émotions et le mouvement, la respiration, le sommeil, l'hygiène de vie globale. Très souvent en naturopathie, pour ceux qui me connaissent, on commence par l'alimentation, puisque Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament. Donc, c'est très souvent le trépied, le principal trépied, je dirais. Mais en fait, non. Pour le diabète de type 2, on inverse les choses. La première chose à mettre en place, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est toujours la première chose à mettre en place. Alors, puisque tout simplement, chaque fois que vous bougez, vos cellules vont utiliser du glucose. Donc, c'est la façon la plus simple, c'est d'utiliser ce glucose. Pour utiliser le glucose, il faut bouger. Alors, bien sûr, on peut commencer par marcher tout simplement. On n'est pas obligé, voilà, en fonction des personnes, il ne faut pas oublier que des personnes qui sont déjà diabétiques sont très souvent en surpoids, donc on ne va pas forcément les envoyer faire un marathon tout de suite, mais déjà faire son ménage dans la joie et dans la bonne humeur, comme le dit la petite souris, marcher au lieu de prendre le bus, marcher un peu plus, etc. Aller dans la nature, on verra que ça joue aussi au niveau de la gestion du stress, se reconnecter à la nature, aller se promener. Il y a des parcs dans les villes, il y a des forêts autour de nous. Voilà, allons nous promener, bouger, marcher, faire son ménage. Et puis, ça, en moyenne, 2 heures par jour. Et puis après, l'idéal, c'est de rajouter 3 heures de sport d'intensité moyenne, 3 heures de sport d'intensité moyenne dans la semaine. Alors, 3 fois par semaine, 1 heure de natation. La natation est très intéressante, parce que, surtout pour les personnes en surpoids, parce que dans l'eau, on ne pèse que 10% de son poids. C'est plus facile, on risque moins de se faire mal aux articulations par rapport à la course ou à des choses comme ça. Donc, c'est plus intéressant au départ d'aller à la piscine, à mon avis. Et puis, on travaille contre la résistance de l'eau. Il y a le massage de l'eau est très intéressant au niveau de l'élasticité des tissus, au niveau de l'élasticité de la peau. Donc, c'est vraiment, j'ai toujours dans mes conseils pour des personnes en surpoids, proposer l'aquagym ou la natation ou l'aquagym. Alors, l'aquagym a un côté ludique, surtout quand c'est en musique, etc. Et en aquagym aussi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que on est dans l'eau jusqu'aux épaules. Donc, les personnes qui ont un problème avec leur image corporelle quand elles sont en surpoids, elles ne se voient pas et on ne les voit pas quand elles sont dans l'eau. Donc, il y a un côté, je dirais, un petit peu psychologiquement rassurant. Donc, le mouvement, première chose. Ensuite, l'alimentation. Alors, l'alimentation, voilà, que choisir entre l'image de droite, l'image de gauche. Entre les deux, mon intestin ou mon estomac ne balance même pas.
hein, ni mon cœur d'ailleurs. Le choix est vite fait. Ça se passe même de commentaires, mais on va quand même commenter un petit peu tout ça. Alors, pour l'alimentation, tout le monde connaît l'index glycémique, indice ou index glycémique, qui classe les après ingestion. Cet index a été calculé avec une référence. La référence, c'est 50 grammes de glucose pur pour un index glycémique de 100. Et donc, on a travaillé avec des quantités d'aliments qui contenaient 50 grammes de glucose, hein, puisqu'il faut comparer des choses comparables. Ce qui fait qu'en fait, cet index glycémique a un petit défaut, c'est qu'il ne tient pas compte en fait de la portion que nous mangeons, puisque ces index ont été calculés à partir d'une quantité d'aliments qui contient 50 grammes de glucose. Donc, par exemple, pour des carottes cuites, l'index glycémique correspond à 600 grammes de carottes cuites. Mais qui va manger 600 grammes de carottes cuites? C'est un petit peu beaucoup quand même dans une alimentation classique, hein. J'ai rarement des personnes qui mangent 600 grammes de carottes cuites dans une alimentation classique. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas toujours tout à fait juste. Mais vous trouvez effectivement quand même des tableaux avec des indices glycémiques d'aliments, donc vert index faible, moyen, moyen, et puis rouge, ce qui devrait ne pas faire vraiment partie de notre alimentation quotidienne. Alors, j'allais dire de l'alimentation quotidienne des diabétiques, mais en fait, quand on sait que cette sécrétion d'insuline s'accompagne de sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'IGF-1, non pas l'impôt sur les grandes fortunes, comme je dis en plaisantant, mais Insulin Growth Factor 1, qui est une hormone pro-inflammatoire, et que nos problèmes de santé viennent principalement d'un terrain inflammatoire, on comprend très bien que cet index glycémique s'adresse à tout le monde et qu'on devrait majoritairement tous, avec ou sans diabète, travailler avec des index glycémiques faibles, moyens et laisser les élever peut-être pour les jours de fête. Et encore, hein, à réfléchir. Ça demande une sacrée réflexion. Et donc, en fait, les personnes qui travaillent sur l'alimentation ont déterminé ce qu'on appelle la charge glycémique. Et la charge glycémique, elle, va travailler sur effectivement la quantité, la portion qui est effectivement ingérée. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça correspond vraiment à ce que nous mangeons. Et donc là, pareil, vous avez des charges glycémiques basses, modérées, élevées et des tableaux de alors, vous ne pouvez pas trouver de tableau de charge glycémique puisque ça va dépendre de la quantité que vous mangez. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui a fait un petit tableau qui n'est pas juste puisqu'il ne correspond pas à la portion que vous allez manger. Alors lui, il a pris des portions de 100 grammes, mais on ne mange pas forcément 100 grammes d'un aliment. Mais ça permet juste de remettre un petit peu des choses en question. Et je vous donne l'exemple, c'est l'automne maintenant, on va manger des courges et notamment du potiron. Potiron. Eh bien, pour l'exemple du potiron, l'index glycémique est élevé. L'index glycémique du potiron est élevé. Par contre, quand on part en charge glycémique, la charge glycémique est tout à fait correcte. Pourquoi? Parce que pour l'index glycémique, ils ont utilisé, si mes souvenirs sont bons, plus d'1 kilo de potiron pour avoir les 50 grammes de glucose. Qui va manger 1 kilo de potiron? Même en aimant très bien ce genre d'aliments, on n'en mange pas 1 kilo. Donc, ramener à une portion correcte, normale, entre guillemets, on arrive à une charge glycémique faible ou modérée, je ne sais plus par cœur, je crois même faible. Donc, on se rend compte qu'effectivement, on peut très bien conseiller du potiron à quelqu'un qui est diabétique. Et donc, c'est pour ça que la charge glycémique est très intéressante. Mais il ne faut pas oublier que non, on ne mange pas un aliment, mais on mange un repas. Et ce qui est intéressant, c'est de faire baisser l'index glycémique de tout le repas. Et là, il y a quelques règles simples. Varier les proportions entre les aliments. Si vous avez une assiette de pâtes avec des légumes, mais au lieu de faire beaucoup de pâtes,
et peu de légumes. Il est conseillé de faire beaucoup de légumes et peu de pâtes. De débuter par une crudité. Les fibres des crudités vont ralentir l'absorption du glucide, hein, vont introduire une notion de satiété. Donc, on mangera moins du reste du repas, par exemple des pâtes ou du riz qui a un index glycémique élevé. Le fait de mettre une vinaigrette avec du citron, du jus de citron ou de l'huile, tout ça va ralentir l'absorption des glucides, et du glucose forcément, des glucides. Le rôle de la cuisson est important. Plus vous cuisez, plus l'amidon va être dégradé et donc plus il va être absorbé rapidement et l'index glycémique va être augmenté. Donc, mangez plutôt al dente. Hein. L'importance de éventuellement refroidir le cuit, c'est-à-dire que l'amidon qui est libéré quand vous cuisez, quand l'aliment refroidit, va se figer et va être plus lent à digérer. D'où l'intérêt de la salade de pommes de terre par rapport à la pomme de terre cuite. Et puis, bien sûr, manger les fruits en entier. Alors, je rappelle que le fructose ne fait pas intervenir l'insuline. Donc, les fruits peuvent très bien être consommés par les diabétiques. Évidemment, ils ne vont pas en consommer 3 kilos, mais ils peuvent très bien manger des fruits qui, vous le voyez, se retrouvent plutôt dans les charges glycémiques modérées. Donc, on peut très bien en consommer de temps en temps, tous les jours, parce que la micronutrition apportée par les fruits est très importante. Il y a une notion, alors là, malheureusement, je n'ai pas trouvé d'illustration. C'est une notion qui n'est pas encore suffisamment connue. C'est la notion d'indice insulinique. L'indice insulinique représente la quantité d'insuline sécrétée suite à l'ingestion d'un aliment. Et logiquement, elle est parallèle à l'index glycémique, sauf pour certains produits qui sont des exceptions. Et là, vous allez retrouver notamment la viande rouge, qui a un index insuline, qui fait sécréter de l'insuline plus qu'il ne contient de glucose. Et c'est assez surprenant, mais ça reste un index insulinique à peu près raisonnable. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que les produits laitiers contenant du petit lait, des produits laitiers tels que les fromages frais, les yaourts, ont un index insulinique énorme par rapport à leur index glycémique. Et je rappelle le professeur Joyeux qui parlait du yaya, du yaourt nature, qu'il conseillait la veille du départ de l'au-delà. Hein, c'est bien dire comment il considérait ce yaourt qui, effectivement, en nature, a un index glycémique de 30, 35, 40 selon le yaourt, mais qui a un index insulinique plus élevé que le glucose pur. Donc, interdiction de fromage frais, de yaourt nature chez les diabétiques, nature ou autre, de yaourt chez les diabétiques. Interdit, ça fait sécréter beaucoup d'insuline. Interdit chez les diabétiques et à limiter chez les non-diabétiques. Ce n'est pas bon pour nous, c'est pro-inflammatoire. Donc, pour résumer l'alimentation, on se tournera vers ce qu'on appelle, si on veut toujours donner des noms, parce que tout le monde a toujours envie de donner des noms à l'alimentation, un régime peut être paléo à base de fruits, de légumes, de noix, de poissons, d'un peu de viande, mais surtout diminuer les produits céréaliers, diminuer les laitages. Et cela va de toute façon entraîner une perte de poids qui est souvent nécessaire dans le diabète. Alors, j'accélère un petit peu parce que je vois que l'heure tourne et que je voudrais vraiment vous parler de la phyto un peu plus en détail. Gestion des émotions. Les émotions vont faire des yo-yo à la glycémie, hyperglycémie ou hypoglycémie selon les personnes. Alors là, je vous renvoie au webinaire qu'on avait fait sur le stress il y a quelque temps. Hein. Vous avez différents outils à proposer, les fleurs de Bach, la cohérence cardiaque, les plantes, que ce soit les infusions, les plantes sous toutes les formes, les extraits fluides, tout ce que vous voulez, les gélules de poudre de plantes, tout, hein, tout ce qui est sophrologie, yoga, bref, tout ce qui permet de déstresser. On en a déjà parlé, je n'insiste pas plus. En tout cas, des études notamment faites à Toronto en 2002 ont montré que les plantes avaient vraiment un impact sur la baisse de la glycémie, notamment le ginseng, en faisant baisser le stress. La phytothérapie. Eh bien, de nombreuses plantes vont pouvoir nous accompagner pour gérer l'absorption du glucose et diminuer les risques d'hyperglycémie. Alors, les plantes agissent sous différentes formes.
soit elles ralentissent le passage au travers de la muqueuse intestinale, soit elles agissent sur une enzyme qui catalyse la dégradation des glucides et elles inhibent cette enzyme, je ne rentre pas dans le détail, soit elles apportent des fibres. Bref, il y a plein de façons de limiter cette variation de glycémie et notamment cette hyperglycémie. Donc, on va évoquer plusieurs plantes. Alors, je ne les évoquerai certainement pas toutes parce qu'il m'aurait fallu beaucoup plus de temps. La liste est fournie. Je ne pense pas les avoir toutes citées. J'ai pensé encore à d'autres plantes après, une fois que le diaporama a été fait. Je vous cite les principales. La première, la plus connue, c'est la cannelle. Ce sont les épices et parmi ces épices, c'est la cannelle. Par sa teneur en fibres, elle intervient vraiment de façon très intéressante sur notre alimentation en évitant l'augmentation de la glycémie. Donc, le premier réflexe à avoir, c'est de saupoudrer de la cannelle partout. Ah, partout, oh, ok, j'exagère, mais d'en mettre régulièrement. Mangez une compote, saupoudrez de cannelle. Et puis, profitez-en pour mettre les autres épices qui sont là-dessus, elles sont intéressantes aussi. Et c'est très curieux parce que je dis toujours que le corps sait ce qui est bon pour lui. Et comme je vous le disais en introduction, comme je viens d'une famille de diabétiques, et donc j'ai un terrain avec peut-être une fragilité du pancréas, peut-être avec une sensibilité plus particulière à cette augmentation de la glycémie, j'ai toujours adoré la cannelle. J'ai toujours adoré la cannelle et j'ai toujours spontanément mis de la cannelle partout. Comme quoi le corps sait. Le corps sait, le corps parle, il faut savoir l'écouter. Donc, la cannelle. Alors, des études ont été faites quand même, je ne dis pas juste ça comme ça, saupoudrer de la cannelle, des études ont été faites chez des diabétiques de type 2 en apportant de la cannelle, cette fois-ci sous forme de gélules de poudre de cannelle, parce qu'il fallait en absorber des quantités quand même entre 4 et 6 grammes par jour, donc ça fait quand même beaucoup. Eh bien, ces études qui ont été faites ont obtenu une baisse de 12 à 30% de la glycémie. Donc, c'est quand même très intéressant. Alors, vous avez de nombreuses autres épices qui sont hypoglycémiantes. Vous avez le gingembre qui diminue l'insulinorésistance. Vous avez le clou de girofle qui améliore la fonction des cellules bêta des îlots de Langerhans, donc les cellules qui sécrètent l'insuline. D'ailleurs, le clou de girofle, au passage, prévient aussi la formation des caillots. Je dis ça, je dis rien. Ceux qui s'intéressent à ce qui se passe actuellement me comprendront. La coriandre est intéressante. Le carvi, le cumin, le curcuma est très intéressant en prévention chez le prédiabétique. Alors, je n'est pas tout à fait sur peut-être qu'il est un peu sur le côté de la photo là, mais en tout cas le curcuma très intéressant. Et je dis toujours que si il est facile de rajouter des épices à sa cuisine au quotidien, mais que si on veut vraiment un effet thérapeutique, nous sommes obligés de passer par des compléments alimentaires pour avoir des concentrations de principes actifs plus importantes. Le piment de Cayenne également est très intéressant puisqu'il va augmenter la production d'insuline. Donc, utilisez les épices au quotidien, mais si vous êtes en prédiabète à ce moment-là ou en diabète déclaré, il est intéressant de passer par des compléments alimentaires qui vont apporter beaucoup plus. Des aliments sont importants. Alors, dans les épices, une petite place particulière au fenugrec. Le fenugrec est aux résistances. Les graines diminuent la digestion et l'absorption intestinale des glucides, mais interviennent également sur le taux de triglycérides. Et ça, c'est important aussi chez les diabétiques. On a souvent une augmentation des taux de triglycérides. Et c'est également un antioxydant à visée protectrice du foie et du pancréas. Donc, le fenugrec, pareil, très intéressant à rajouter, que ce soit en infusion, en épices. Et si on veut vraiment un résultat, il va falloir se tourner vers un complément alimentaire où on a une concentration de principes actifs à dose thérapeutique. D'autres aliments sont intéressants. Alors, j'ai un petit peu zappé la diapo, mais bon, une pomme ou une poire, tout le monde sait à quoi ça ressemble. C'est la saison. Profitez-en. Les pommes, les poires en fruits sont des fruits très intéressants pour gérer la glycémie. Le mûrier noir, que ce soit le fruit, alors ce n'est plus la saison, mais on en trouve d'excellents surgelés.
les feuilles de mûrier noir sont très intéressantes, tout comme les feuilles de myrtille en infusion par leur richesse en chrome. Alors, je ne parlerai pas d'oligothérapie, mais effectivement, le chrome est un oligoélément qui augmente la sensibilité des tissus à l'insuline, donc peut être très intéressant de ce côté-là. Et l'ail et l'oignon, bien sûr, très intéressant. On a la luzerne. La luzerne, cette légumineuse qui fait baisser la glycémie en apportant des fibres, et des études sont actuellement en cours pour démontrer son effet insuline-like. De toute façon, la luzerne, c'est excellent, rétablit l'équilibre acido-basique, or les diabétiques sont en acidose, permet d'apporter de nombreuses vitamines, de minéraux, est également un apport intéressant de protéines, diminue le taux de triglycérides et diminue le cholestérol, est également antifatigue. Donc, on joue sur plusieurs symptômes du diabétique. Et puis alors, pour les diabétiques ménopausés, les femmes ménopausées, on apporte également un soulagement au niveau de la ménopause. Donc là, on a quelque chose qui joue sur plusieurs tableaux, pas seulement sur la glycémie. Donc, bien sûr, mettez les graines germées d'alfalfa, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les graines de luzerne germées, l'alfalfa. Mettez ces graines à vos menus. C'est très intéressant, les graines germées. Mais là aussi, pour un effet plus important, pensez complément alimentaire. Vous avez l'olivier. L'olivier également intéressant parce que les feuilles d'olivier améliorent la sensibilité à l'insuline. Alors là aussi, vous pouvez faire des tisanes de feuilles d'olivier, c'est intéressant, mais effectivement, l'effet thérapeutique plus intéressant quand c'est concentré. Autre plante très intéressante, la berbérine. Alors, l'épine vinette qui contient un principe actif qu'on appelle la berbérine, qui est un alcaloïde qui se trouve dans plusieurs plantes, mais notamment dans l'épine vinette qui pousse chez nous. C'est très utilisé également en médecine chinoise et en médecine ayurvédique. La berbérine a les mêmes effets que la metformine. Alors, la metformine, c'est le médicament allopathique qui est donné souvent en première intention quand il y a un diabète qui se déclare, mais qui n'entraîne pas les effets secondaires de cette metformine. Et notamment, la metformine donne des carences en B12, en B9, puis des problèmes digestifs, des nausées, des prises de poids, des maux de ventre divers et variés, des vomissements. Et donc, la berbérine n'a pas ces effets secondaires. Donc, très intéressante. Vous avez également le Gymnema sylvestre, qui est une plante très utilisée en médecine ayurvédique, qui supprime la perception de saveurs sucrées et amères. Mais c'est surtout la saveur sucrée qui nous intéresse là. Donc, ça peut être un petit plus, une aide pour les becs sucrés qui auraient du mal à passer leur addiction au sucre. Parce qu'il va falloir travailler là-dessus, bien sûr. En aromathérapie, bien sûr, de nombreuses huiles peuvent être intéressantes, que ce soit l'olfactothérapie, les huiles essentielles à sniffer, j'ai envie de dire, pour travailler, pour couper les fringales de sucre. Vous avez également des formules d'aromathérapie très intéressantes que vous pouvez trouver notamment dans de nombreux livres ou revues qui sont conseillés, que ce soit par Dominique Baudou du laboratoire Pranarome, qui propose effectivement des formules à prendre tous les jours, avant les repas. Bref, ça, je ne rentre pas dans le détail. Ce n'est pas le but ici de détailler l'aromathérapie, mais effectivement, sachez que vous pouvez trouver une aide en aromathérapie. En gémothérapie également, là non plus, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais vous avez des bourgeons qui sont intéressants pour soutenir le terrain, pour un travail sur le terrain, notamment le noyer, le genevrier, le myrtillier qui est un soutien du pancréas, un draineur du pancréas, le mûrier. Bref, là, ce sont des pistes pour que vous puissiez vous adresser à un thérapeute qui peut vous conseiller effectivement ces diverses façon de travailler. Mais il ne faut pas oublier tout simplement des compléments alimentaires
je dirais, indispensables. Le premier étant la vitamine D. La vitamine D, la carence de vitamine D est souvent relevée dans les cas de diabète de type 2, mais je dirais qu'elle est relevée partout, hein. Vous savez que nous sommes en France très, très souvent carencés en vitamine D, donc il me semblait important de le rappeler là, mais ceci dit, c'est valable pour tout le monde. Si on veut être en bonne santé, ayez un taux de vitamine D suffisant et ne vous contentez pas des 30 nanogrammes par millilitre qui sont le minimum conseillé sur une prise de sang. En naturopathie, vous pouvez monter entre 40 et 80 pour être bien, pour avoir un hiver en bonne forme. La vitamine D est immunomodulante. Elle joue sur le corps entier. Elle est plus considérée comme une hormone. Donc, faites vérifier votre taux de vitamine D par une prise de sang, votre vitamine D3, et demandez à votre thérapeute d'ajuster votre taux avec une prise quotidienne de vitamine D. Parce que le soleil, maintenant, il n'a plus la bonne longueur d'onde en Alsace. Vitamine C, bien sûr, par l'alimentation. Pourquoi pas des petites cures de temps en temps en complément alimentaire pour rebooster l'organisme. Alors, mon chouchou, c'est le jus d'argousier. Il n'est pas là-dessus, sur cette image, mais effectivement, le jus d'argousier, pour moi, est très intéressant. Mais n'oubliez pas le magnésium. Beaucoup de personnes sont carencées en magnésium, donc dans l'alimentation. Et pourquoi pas de temps en temps une cure de magnésium. Et bien sûr, alors le magnésium a un rôle au niveau de la sécrétion d'insuline. Il aide également l'insuline à transporter le glucose, à faire rentrer le glucose dans les cellules par une action au niveau des récepteurs. Le stress fait baisser le taux de magnésium. La metformine fait baisser le taux de magnésium. Il a également un rôle dans l'activation rénale de la vitamine D3. Donc, nous sommes tous très souvent carencés en magnésium. N'oubliez pas des cures régulières de magnésium. La vitamine C, donc, je l'ai déjà évoqué, elle diminue la glycémie chez le diabétique. L'acidité ralentit la vidange de l'estomac, donc évite les pics de glycémie. Et puis, les oméga-3 ont un rôle anti-inflammatoire. Et je vous disais en introduction que les diabétiques ont un risque de maladie cardiovasculaire multiplié par 2, voire 3 par rapport aux non-diabétiques. Donc, vraiment, faire baisser l'inflammation, c'est très important. Les oméga-3 ont également un rôle au niveau de la prise de poids. Ils vont diminuer cette prise de poids, alors que les oméga-6 vont stimuler les adipocytes. Donc, intérêt à augmenter la quantité d'oméga-3. Et ils ont également un rôle antioxydant très important parce que la glycémie fait augmenter, l'augmentation de la glycémie, l'hyperglycémie, fait augmenter les radicaux libres. Et les radicaux libres dans notre organisme, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif contre lequel il va falloir lutter, cette fameuse inflammation contre laquelle il faut lutter. Donc, voilà au niveau global ce que l'on peut proposer. Alors, évidemment, je vais maintenant vous parler de ces fameux compléments alimentaires qui me semblent indispensables. Je veux dire, toute cette hygiène de vie, c'est long à mettre en place. Si vous m'écoutez, que vous êtes thérapeute, vous le savez, on ne change pas une alimentation d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Allez demander à un diabétique d'arrêter de manger du sucre et du gras du jour au lendemain, du mauvais gras, ça va être difficile. Il faut un temps d'adaptation, une alimentation pour que le changement soit efficace dans la durée, parce que ce n'est pas changer sur un mois, c'est changer à vie. Donc, pour qu'une alimentation soit changée sur la durée, il faut y aller progressivement. Donc, il faut soutenir le corps pendant ce temps-là. Et je dis toujours, les compléments alimentaires sont des béquilles. Comme toutes les béquilles, il faut les utiliser au début, on en a besoin, et le but après, c'est de s'en passer. Mais ça me semble indispensable. Donc déjà, une des premières choses de toute façon à laquelle vous pouvez penser, c'est le soutien du foie, puisque le foie va stocker le glucose, le foie va stocker énormément de choses. Notre foie est surchargé par toutes les pollutions possibles et inimaginables, qu'elles viennent de l'alimentation, de l'air que l'on respire, des pollutions atmosphériques, de tout ce qui nous entoure, des pollutions électromagnétiques. Bref, notre organisme est surchargé de pollutions diverses et variées. Notre foie est surchargé de travail, il est fatigué. On a tout intérêt à le nettoyer.
à le soutenir régulièrement. Alors, au moins au printemps, ça c'est le minimum syndical, mais l'idéal c'est de le faire au changement de saison. Et là, il n'est pas trop tard, on est en automne, il peut être intéressant. Après, ça peut se faire à n'importe quel moment. Moi, si j'ai quelqu'un qui est diabétique, qui vient me voir et que c'est ni le printemps, ni l'automne, ni le changement de saison, c'est pas grave, on nettoie quand même le foie. On nettoie le foie, on l'aide, on le soutient, on l'aide à travailler ce foie. Hein. C'est vraiment important de soutenir le foie. Alors, vous connaissez le Cirasil, on en a certainement déjà beaucoup parlé. Hein. Chardon-Marie, radis noir, artichaut, les 3 grandes plantes phares de soutien de la détox du foie, que ce soit en phase 1, en phase 2 ou dans les 2 phases pour l'artichaut, vous avez quelque chose qui va vraiment vous aider et qui va soutenir la personne. Alors effectivement, j'ai eu la bonne surprise d'apprendre qu'à partir du mois de novembre, le Cirasil devient Cirasil Plus, donc sur 15 jours ou plutôt 15 soirs, parce que vous savez que ça se prend le soir au coucher, et bien maintenant, ça va être sur 15 jours et la formule contient en plus du desmodium. Le desmodium est un soutien très intéressant du foie. Alors, je ne sais pas si Françoise, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non? Non, rien de D'accord. particulier. Je t'ai précisé sur la diapo que le Ouais. Cirasil laissait la place au Cirasil Plus d'ici 15 jours à peu près. Mais non, c'est tout à fait, pour moi, D'accord. démarrer toujours une cure par le Cirasil, c'est vraiment indispensable pour remettre en route de nouveau tous les marqueurs. Et puis à ce moment-là, on peut embrayer sur une meilleure hygiène de vie, mais c'est vrai que le Cirasil, je dirais que c'est la base. Voilà, tout à fait, tout à fait, c'est la base. Alors, on a également le Dranazor que vous connaissez, qui peut soit prendre le relais d'un Cirasil, par exemple. Hein, on peut faire 15 jours de Cirasil, 15 jours de Dranazor. Ça dépend toujours de la personne que vous avez en face de vous, hein, de son état d'intoxication, entre guillemets. Hein. Et puis, l'intérêt du Dranazor, c'est la présence de la fumeterre, que j'aime beaucoup pour son action au niveau de la vésicule biliaire. Donc, ça peut être intéressant. Alors, je fais tout de suite une parenthèse, mais je pense que Françoise l'aurait peut-être faite aussi. Là, ce sont des conseils généraux. Il est évident qu'il y a des contre-indications, il est évident qu'il peut y avoir des mesures, des précautions à prendre. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant de s'adresser à un thérapeute pour qu'il puisse voir si le produit est effectivement conseillé. Plus précisément, pour le diabète, on va retrouver les extraits fluides, le fameux fenugrec. Je dirais que le fenugrec est celui que l'on peut proposer tout de suite pour la personne diabétique de type 2. Hein, c'est vraiment la chose intéressante. Mais vous avez également donc l'olivier. Alors, Françoise, est-ce que tu peux nous préciser si on peut prendre les deux en même temps ou s'il est plus intéressant de faire l'un après l'autre? Donne-nous ton avis de pharmacienne. Alors, quand on démarre, il me semble important de démarrer les deux. Après, on peut tout à fait juste poursuivre avec l'un ou l'autre en alternance, mais au démarrage, ça me semble important de faire les deux en même temps. Parce que chaque plante Merci. agira d'une autre manière et donc ça permettra vraiment de couvrir tous les aspects du cholestérol. Donc, les deux pendant 18 jours à peu près et après, on fait une alternance. Voilà, très bien. C'est effectivement ce qui est tout à fait intéressant à faire. Ensuite, vous avez donc le fameux produit Soria. Donc là, vous avez les extraits fluides, le composé d'extraits fluides vraiment indiqué pour la prévention du diabète de type 2 et des complications. On y retrouve la fameuse cannelle dont j'ai parlé. Donc, comme je vous disais, je n'ai pas parlé de toutes les plantes, mais vous retrouvez aussi le haricot qu'on conseillait d'ailleurs à l'époque, je crois qu'on conseillait les cosses de haricots en infusion, on les conseille peut-être encore toujours. Vous trouvez effectivement le chrome dont j'ai parlé, vous trouvez effectivement du zinc aussi, de la sauge qui a une action intéressante, l'eucalyptus. Et donc là, vous avez effectivement quelque chose qui
correspondent tout à fait à cette pathologie de diabète de type 2. Donc là, il y a le complexe. Alors, est-ce que, Françoise, tu pourrais nous préciser, justement, par rapport à l'extrait fluide qu'on a vu avant, aux extraits fluides qu'on a vus, est-ce que quelqu'un qui vient, qui est prédiabétique ou qui a un diabète, est-ce que, comme je le pense, on l'oriente directement vers le diabésile? Oui, alors quand quelqu'un vient avec un prédiabète ou qui a déjà entamé un certain nombre de mesures pour modifier son hygiène de vie, on peut tout à fait lui conseiller en première intention le diabésile parce que les résultats seront quand même très très rapides. Avec l'association des différentes plantes, on arrivera justement à travailler sur le fait d'avoir un taux de glucose trop important, mais on arrivera également à stimuler justement la sécrétion d'insuline sans pour autant fatiguer le pancréas. Donc ça permet vraiment de soulager le pancréas. Le fait qu'il y ait le chrome en plus apporte de nombreux avantages. Donc, si on veut faire simple, je dirais qu'une fois qu'on a nettoyé son foie, on peut d'emblée passer sur le diabésile. Après, chaque personne réagit toujours de manière différente. C'est pour ça qu'on propose toujours des complexes et des plantes en unitaire. J'ai déjà eu des retours où dès la première semaine, le diabésile était génial. J'ai eu d'autres personnes qui me disaient, moi, le fenugrec me réussit parfaitement, je continue là-dessus. Mais pour faire simple, je dirais qu'à la limite, si on peut, autant démarrer par le diabésile une fois qu'on a nettoyé son foie. J'en profite juste pour dire que j'ai une personne qui m'a posé la question, mais comme c'est vraiment dans le flot de ce qu'on est en train de dire, elle me demandait si on peut nettoyer le foie lorsqu'il y a des calculs. Je dirais qu'il faut être prudent parce Oui. que tout dépendra de la taille des calculs biliaires et dans ces cas-là, on aurait plus tendance à donner de la bole d'eau à petite dose, histoire de voir si on arrive d'abord à faire passer ces calculs pour ne pas risquer une véritable crise. Oui, merci pour cette précision, Françoise. Ça rejoint ce que je disais, effectivement. On ne rentre pas dans le détail là parce qu'on n'a pas le temps. Je vois déjà que l'heure est passée, donc on n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail. Mais il est toujours important de tenir compte de la personne qu'on a en face avec ses pathologies, ses symptômes, ses antécédents, etc. Et ne pas et toujours se renseigner s'il y a des contre-indications ou des effets indésirables par les plantes que l'on peut conseiller. Oui, alors juste pour finir, le diabésile peut être pris en continu. On peut le donner en prédiabète comme on peut le donner à des personnes qui sont déjà diabétiques et qui veulent réduire justement leurs autres médicaments. J'ai eu plusieurs cas comme ça où les personnes, ça leur a permis de diminuer le nombre de comprimés de metformine ou de diminuer la quantité d'insuline. Donc, ça permet quand même de redonner à l'organisme un mode de fonctionnement qui devient un petit peu plus autonome plutôt que d'être complètement assisté par des médicaments d'allopathie. Quand on le donne en continu, il arrive un moment quand on a pris en charge vraiment une nouvelle hygiène de vie, qu'on a vraiment mis en place des actions correctives. J'ai plusieurs personnes qui m'ont remonté qu'au fur et à mesure, les 3 millilitres n'étaient plus nécessaires. Il existe d'ailleurs des espèces de pastilles que l'on se fixe sur le bras et qui permettent en continu de mesurer son taux de glycémie. Et le risque, c'était que cumuler de la metformine et du diabésile, on pouvait friser quelquefois l'hypoglycémie. Et donc, dans ces cas-là, on diminue la metformine, mais on peut également diminuer le diabésile et on peut ne plus être à 3 millilitres par jour, on peut le diminuer au fur et à mesure à 2 millilitres par jour.
Oui, merci pour la précision, François. J'allais dire effectivement que quelqu'un qui est diabétique et qui est sous allopathie et qui se met à prendre des compléments alimentaires à base de plantes qui vont avoir une action, il faut qu'il soit très vigilant au niveau de sa glycémie pour effectivement éviter l'hypoglycémie, comme tu le signalais, et qu'à ce moment-là, il faut surveiller. Mais je veux dire, les diabétiques, ils le savent et ils vivent effectivement avec soit la petite aiguille qui permet de vérifier sur la goutte de sang, hein, le lecteur de glycémie, comme dans le temps, ce que faisait ma maman, ou effectivement maintenant ces pastilles qui permettent de vérifier la glycémie. Hein. C'est très important, mais ils le savent. Je veux dire, quelqu'un qui est diabétique le sait et vérifie. Hein. Mais effectivement, l'idéal, c'est de pouvoir baisser l'allopathie pour limiter les effets secondaires, effectivement. Et puis ensuite, on a la luzerne dont je vous ai parlé avant. Donc, Soria propose un extrait de luzerne. Alors, effectivement, je dirais que ça ne vient pas forcément à l'esprit tout de suite pour le diabétique, mais le rôle est anti-inflammatoire, la protection cardiovasculaire, la fatigue, le stress, le maintien de l'équilibre acido-basique. Donc, du coup, on retrouve en fait tous les symptômes et tous les dégâts que peut faire un diabète. Donc, ça peut être très intéressant, effectivement, de se rebooster un petit peu avec la luzerne. Hein. Ça peut être un complément alimentaire très intéressant aussi. Ça permet de varier aussi, de ne pas toujours prendre la même chose. Hein. Ça permet de varier un petit peu les choses. On a en oméga 3, puisque je vous parlais de l'intérêt des oméga 3, on a l'IGABAC, qui est de l'huile de foie de morue, où vous retrouvez des oméga 3, les fameux EPA et DHA. Vous trouvez aussi de la vitamine A, de la vitamine D. Mais si vous avez vraiment besoin d'un soutien en vitamine D, l'IGABAC ne sera pas suffisant. Hein. Au niveau de l'huile de foie de morue est intéressante pour un entretien, mais si vous êtes vraiment en carence, vous ne pourrez pas remonter avec de l'huile de foie de morue. Par contre, effectivement, vous avez tout l'intérêt de ces fameux oméga 3 anti-inflammatoires et protecteurs des maladies cardiovasculaires. On peut proposer également, toujours dans l'optique globale de ce diabète de type 2, le Drénalimp qui va jouer sur le système digestif, le foie, les reins, en beaucoup plus doux que le Cirasil, hein, ça n'a rien à voir, mais ça permet le drainage. Et pour des personnes qui sont en surpoids, très souvent, d'aller aider un petit peu les émonctoires, de travailler sur la rétention d'eau, d'avoir une action diurétique et calmante, peut être quelque chose d'intéressant. La fameuse vitamine D3 dont je vous parlais. Donc, effectivement, il est important d'avoir un taux de vitamine D3 tout à fait correct, donc compris entre 45 et 80 nanogrammes par millilitre de sang. Ça semble vraiment quelque chose de très important. Je vous ai mis également le curcumin de Soria, puisque c'est un concentré de curcuma et de gingembre, et on l'a vu au niveau des épices. Donc, il y a l'action effectivement au niveau du cholestérol, il y a l'action anti-inflammatoire, il y a l'action sur l'intestin perméable, que beaucoup de personnes ont. Donc, il y a une action, je vais dire, ça ne concerne pas directement le diabète à proprement parler peut-être, mais vous voyez que ça a vraiment un intérêt global. Donc, ça peut être, si la personne en plus a des douleurs articulaires ou fait des tendinites, des choses comme ça, je veux dire, on peut jouer sur plusieurs tableaux. Donc, on a quelque chose qui est concentré et qui est très intéressant. Voilà au niveau des compléments alimentaires. Et ce matin, en me réveillant, parce que oui, chez moi, avec mes 12 heures de décalage, c'est le matin. Alors, je vais remettre la vidéo puisqu'on est à la fin, comme ça, voilà, on peut se faire coucou. J'ai pensé que j'aurais dû encore vous mettre le fameux brocoli. J'aurais dû penser aussi au brocoli parce que c'est un concentré d'antioxydants très puissant et que les diabétiques ont un taux de radicaux libres, donc d'inflammation très élevé. Et le brocoli peut trouver également sa place dans les conseils de compléments alimentaires en attendant que l'alimentation soit au top. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors évidemment, le diabète de type 2, j'aurais encore pu vous en parler pendant 1 heure. Mais bon, il ne faut pas abuser des bonnes choses.
Alors, j'en profite justement pour dire que nous avions, il y a quelques années, du brocoli. Nous l'avions arrêté puisque le laboratoire avait un petit peu modifié sa concentration. Et nous avons à nouveau du brocoli depuis une semaine. Donc, j'ai même pas eu le temps de le dire, Anne-Dominique, mais j'en Mais profite pour je le le signaler. Ah, savais, tu le c'est pour savais? ça que je l'ai dit. D'accord. Je l'ai vu. Ok, Le parfait. nouveau brocoli, je l'ai vu sur le site de Soria. Ok, parfait. Il vient de réapparaître. Je viens de voir qu'il y avait aussi une question sur le fenugrec. Je te laisse confirmer, mais je pense que c'est bon. Une personne qui demande si le fenugrec en graines germées a un intérêt. Oui, le fenugrec en graines germées a un intérêt, mais c'est toujours pareil, vous n'allez pas manger 300 grammes de graines germées par jour. Donc, évidemment, l'intérêt est là, mais minime, comme les épices que vous allez rajouter dans votre alimentation. Il y a un intérêt, mais s'il y a vraiment, alors en prévention, pourquoi pas, mais s'il y a vraiment un terrain génétique ou une familiale, et s'il y a un risque, si vous faites partie des personnes à risque ou que vous avez une glycémie déjà un petit peu élevée, que vous frôlez les indices régulièrement, faites une petite cure de compléments alimentaires, ce sera plus intéressant. Le résultat sera beaucoup plus intéressant. Effectivement. Les compléments alimentaires sont toujours une béquille à un moment donné qui accompagne des modifications, qu'elles soient alimentaires ou pour le mouvement. En tout cas, ça accompagne des modifications dans sa vie quand on a pris conscience qu'un Ouais. certain nombre d'habitudes étaient néfastes. Et il n'est jamais trop tard pour les changer, ces habitudes. Tout à fait, tout à fait. Et il ne faut pas vouloir les changer trop vite non plus, parce que comme dit, il ne faut pas aller vers la frustration. Donc, il faut vraiment que ce soit des acquisitions petit à petit. On ne peut pas travailler sur tous les tableaux en même temps. On ne peut pas se mettre au sport, changer son alimentation, gérer son stress, ça fait beaucoup. Donc, on y va progressivement, surtout au niveau de l'alimentation. Et donc, à ce moment-là, effectivement, l'intérêt d'apporter tout de suite quelque chose qui a un concentré de principes actifs. Ok. Voilà. Je crois que l'heure est effectivement dépassée. On va s'arrêter là. Je vois qu'il n'y a pas il n'y a pas d'autres questions. C'est que ta présentation était complète, tout simplement. Bon. Pour ceux qui souhaiteraient la revoir, elle sera d'ici quelques jours sur la chaîne Soriavi sur YouTube et vous pourrez la revoir en replay ainsi que toutes les autres conférences qui ont déjà eu lieu. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne journée à toi, Anne-Dominique. À Merci bientôt. Françoise. Très belle soirée à tout le monde et merci de votre patience pendant ce webinaire. J'espère que j'ai pu répondre à quelques questions C'était que très vous vous clair, en posiez tout sur cas. le diabète. Voilà. Merci Françoise. Bonne Belle soirée à tout le soirée. monde. Merci.